Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors Inch'Allah, pour cette vidéo on va commencer, donc on va rentrer dans la leçon numéro 11. Donc comme on avait dit la fois dernière, la leçon numéro 11 c'est le point de départ de la phrase verbale. Alors on a étudié pendant un certain nombre de leçons la phrase nominale. On a vu un petit peu toutes les différentes formes de phrases nominales possibles, etc. Alors aujourd'hui on va rentrer dans la phrase verbale, et dans la phrase verbale, eh ben, on va voir un certain nombre de verbes. Alors on va justement essayer de comprendre un petit peu comment se construit une phrase verbale dans cette leçon donc numéro 11. Alors Inch'Allah, tout de suite, pour gagner un petit peu de temps, on va afficher donc le texte. Alors comme je l'ai dit aussi, bah voilà, le texte effectivement, on va pas voir grand chose. Je répète encore, essayez d'avoir le livre, comme ça vous allez avoir le texte. Moi je vais pas le laisser afficher. Donc tout de suite, on va passer un petit peu. Alors dans cette leçon, ce qui est intéressant, on va passer aux points grammaticaux. Alors il y a un certain nombre de points grammaticaux très intéressants. Alors cette leçon est un peu longue. Alors au départ, je me suis posé la question, est-ce que j'allais pas la découper en deux? Et puis finalement, je me suis dit non, je pense qu'on va essayer de faire le maximum pour essayer d'avoir toute cette leçon sur une seule vidéo. Alors vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes dans cette leçon. Alors tout de suite, on y va. Donc la leçon, elle commence à la page 90. Donc j'y vais pour cette leçon. Alors on y va. Dans cette leçon, Inch'Allah, nous allons voir le deuxième type de phrase qu'on appelle la phrase verbale. Alors la caractéristique de la phrase verbale, alors on rappelle peut-être ce qu'on a déjà dit. Alors comme défini précédemment, la phrase verbale, elle commence par un verbe, attention, en excluant les verbes d'état. Alors on avait vu un verbe d'état la fois dernière qui était kana. On en a vu d'autres, hein. Laïsa par exemple aussi, c'est un verbe d'état. Donc une phrase verbale, ça commence par un verbe qui n'est pas un verbe d'état. Ça, c'est très important à souligner. Alors, on va donner un exemple, justement, de verbe d'état. On avait vu, par exemple, la chose suivante. Kana Muhammadun Sariran. D'accord? Donc, ici, hein, voilà, Mohamed était petit, si je dois le traduire comme ça. Alors, on aurait pu aussi mettre Muhammadun Kana Sariran. Hein, d'accord? On avait la possibilité de mettre Kana au début. Alors là, volontairement, je l'ai mis au début, parce que certains ils vont dire, bah voilà, ça c'est un verbe, il est au début, donc forcément la phrase est une phrase verbale. Sauf que, on avait dit la fois dernière que comme kana était un verbe d'état, cette phrase est une phrase nominale, d'accord, avec un point d'exclamation, donc c'est une phrase nominale et pas verbale. Donc justement, hein, pour faire un rapport avec ce qui est écrit ici. Alors, le premier verbe rencontré qui n'est pas un verbe d'état, il figure dans la phrase ci-dessous. Alors effectivement, là je vais mettre une phrase où effectivement on n'a pas de verbe d'état. D'accord? Le verbe que je vais indiquer là n'est pas un verbe d'état. Il est reconnu comme tel. Donc, et pourtant on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors on y va. Dans le texte, pardon, j'ai pris tout simplement, donc j'ai pris la phrase où figurait le premier verbe qu'on rencontre. Zainabu jalisatun ala kursiyin amam al-ma'idati wa hiya tektubu ala waraqatin bayda'a. Alors voilà le verbe, hein, donc ici, hein, tektubu, le verbe kataba, hein, écrire. Donc ici, on a effectivement la présence d'un verbe qui n'est pas un verbe d'état. Alors, on va passer à la suite. À bien regarder la seconde partie de la phrase, on comprend qu'elle comporte un verbe qui n'est pas un verbe d'état, et pourtant cette phrase, eh ben, étonnamment, elle n'est pas une phrase verbale. Alors vous voyez, on a la présence d'un verbe qui n'est pas un verbe d'état. Et pourtant, cette phrase, elle n'est pas une phrase verbale. Alors, cette remarque, elle va nous faire rentrer dans une deuxième partie, entre guillemets, de la phrase nominale. Donc, on va faire un petit retour un peu en arrière. Hein. On va voir que la phrase nominale, il y a un autre cas. Donc, un cas où effectivement, la phrase nominale, elle peut comporter un verbe qui n'est pas un verbe d'état. Alors, on y va. Donc, pourquoi ? Je prends donc la deuxième partie de la phrase, hein, la partie qui était plutôt ici, et cette partie-là, c'était hiya tektubu ala waraqatin bayda. Alors, cette phrase-là, premièrement, ce n'est pas une phrase verbale parce que bah, ça commence pas par un verbe déjà. Il y a une première chose déjà importante. Là, ce n'est pas un verbe. D'accord? Hiya tektubu. J'ai encadré ici les deux parties, justement, pour revenir un petit peu à la leçon précédente. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces deux parties? Bah, hiya, c'est ce qu'on appelait le mubtada. Hiya, ça renvoie à Zainabou. D'accord? Donc, hiya, c'est Zainab. Donc, mubtada, et ça, c'est un khabar. Donc, ici, un khabar. Donc, vous voyez, malgré qu'on n'ait pas un verbe d'état, on a bien un verbe ici qui n'est pas un verbe d'état, on a quand même une phrase nominale. D'accord? Donc, ici,
hiya taktubu ala waraqatin bayda. Donc ici voilà. Alors on va passer à la suite. Alors la phrase nominale, cas où l'attribut comporte un verbe, alors on était dans ce cas-là, hein. Salimun yarsumu. Donc ici, hein, si je traduis, Salim, il dessine. D'accord? Salim dessine. Alors, on va voir après dans le... Parce que là, vous allez me dire, oui, mais bon, comment on sait que c'est dessine, comment on sait que c'est pas dessiné. Alors, on va voir dans, justement, cette leçon, la conjugaison au présent dans un premier temps. D'accord? Donc ici, pour l'instant, voilà, ça c'est un verbe, on ne va pas rentrer dans les détails, pourquoi c'est le ya, etc. Pourquoi c'est les damma au-dessus, les fatha des soukoun. On va voir justement ça dans le détail juste après. Mais là, c'est simplement pour donner un cadre général. Alors ici, salimun yalsumu, on a salimun mubtada, d'accord, ici, hein, et yalsumu, qui va être notre khabar. Donc mubtada'un et le khabar ici. Alors, mubtada'un, c'est un nom, donc dans notre cas, hein, salimun, c'est un nom propre. Et yalsumu, c'est un verbe, et je mets entre des petits points, juste après des petits points de suspension, d'apparence seule. Alors, apparemment, effectivement, le verbe, c'est un verbe rasama, comme frapper, comme marcher, comme manger, etc. D'apparence seule, on va voir après pourquoi j'ai écrit d'apparence seule. Tout de suite, on va passer à la chose suivante. Finalement, où trouver une forme verbale dans ce texte? Ben oui, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de parler de verbes qui ne sont pas des verbes d'état. Dans le cas de verbes d'état, on sait très bien que c'est une phrase nominale. Et là, on vient de trouver des verbes qui ne sont pas des verbes d'état. Et pourtant, je dis qu'on est toujours dans la phrase nominale. Donc, on a une phrase verbale, entre guillemets, ben quand? Alors, ici, on y va. Ici, on a une phrase verbale. Regardez bien. Yarfa'u navirun. Voilà, c'est où? Ça, c'est une phrase verbale. Alors, pour plusieurs raisons, ça commence par un verbe. Yarfa'u, donc ça, c'est un verbe, hein, d'accord? Ce n'est pas un verbe d'état, d'accord? Donc voilà deux conditions. Il faut non seulement que ça commence par un verbe et que ce n'est pas un verbe d'état, d'accord? Dans le cas de tout à l'heure, par exemple celui-là, salimun yalsumu, ça c'est pas un verbe d'état certes, mais ça commence pas par un verbe, ça commence par salim, qui est un nom. Donc ici, vous voyez, vraiment notre premier cas dans le texte de phrase verbale, c'est celui-là, yarfa'u nadirun ra'sahu. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu ça. Yarfa'u, c'est ce qu'on appelle en arabe un fi'lun, donc un verbe, hein, en arabe un verbe on l'appelle fi'lun. Et alors nadirun, regardez bien, ici alors on va plus utiliser mubtada khabar, non, la phrase verbale, elle a aussi son vocabulaire propre. On a fi'lun et lui, c'est ce qu'on appelle le fa'ilun, d'accord? C'est celui qui va agir, d'accord? Donc ici, nadirun, qu'on pourrait effectivement appeler sujet, hein, donc c'est le sujet du verbe, mais moi, j'aime pas trop le sujet, je préfère l'appeler celui qui va agir, celui qui va faire l'action. Donc, fa'ilun, et celui-là, c'est le fi'lun. Donc, une phrase verbale se construit toujours de la même manière. Fi'lun et fa'ilun. D'accord? Donc voilà. Alors, on va voir justement des petites particularités juste après. Alors, on y va. Il existe plusieurs formes de verbes en arabe. Notre étude, ici, elle va porter dans un premier temps sur les verbes dits normaux. Donc ici, le verbe normal. Alors le verbe normal, on l'appelle en arabe « al-fi'lu sahihu ». Donc « al-fi'lu sahihu ». Donc on va voir un peu en quoi il est normal et qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit un verbe normal. Qu'est-ce qu'il ne faut pas pour que ce soit un verbe qui est autre qu'un verbe normal. On verra, il y a plusieurs types de verbes. Alors on y va, ici. Ah, donc, on a un cas, par exemple, le verbe en général, en arabe, on prend toujours le même modèle, on prend le modèle fa'ala. Alors fa'ala, c'est le verbe faire, d'accord? C'est le verbe faire, donc fa'ala, d'accord? Donc ici, ça c'est un verbe normal. Donc ici, on a, par exemple, dans notre texte, on a arafa, d'accord? Arafa, connaître. On a ou savoir. On a aussi rasama, rasama, ça va être dessiné. On a rafa'a, ça veut dire lever, d'accord? Rafa'a, donc lever. Alors, on va en voir plusieurs. Kataba, écrire. On a aussi qara'a, qara'a, ça va être lire. On a aussi, donc le dernier, c'est sa'ala, sa'ala, c'est demander. Alors voilà, ici, hein, on a des verbes dits normaux. Mais là-dedans, il y a quand même, et je les ai mis en rouge, vous voyez le alif avec la hamza ici et ici. Alors, dans les verbes normaux, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on va appeler les verbes el-fi'lu salim, d'accord? El-fi'lu salim, ce qu'on appelle le verbe sain, d'accord? Le verbe sain. Donc el-fi'lu salim. Et on a une deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est la particularité où on a un hamza à l'intérieur. Alors peu importe la place du hamza.
Allez, je l'ai mis en dernière position, je l'ai mis en deuxième position, pardon. Il y a aussi le cas où il peut être en première position. Donc ici, vous voyez, qara'a sa'ala, ce type de verbe-là, on l'appelle el-fi'lu el-mehmouzu. El-fi'lu el-mehmouzu. Alors dans mehmouz, il y a hamza. Vous voyez, hamza, la hamza. On l'a déjà vu dans un des chapitres, dans les tout premiers chapitres, justement, quand on faisait de la langue arabe, la hamza, elle est là, d'accord? Donc dans un verbe où on voit apparaître la hamza, on l'appellera le fi'l mehmouz, qui appartient effectivement à la famille des verbes sahih, d'accord? Donc le verbe sahih. Donc voilà ici deux catégories de verbes appartenant au fi'l sahih. Alors on va passer à la suite. Les verbes normaux de ce type ont la particularité de se construire à l'aide de trois consonnes, d'accord? Donc effectivement, ce qu'on appelle des radicaux. Donc trois consonnes, attention, je mets bien entre guillemets principales, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres verbes qui se construisent avec 4, avec 5, mais il y a toujours ce qu'on appelle des radicaux principaux, donc vraiment des choses principales. Alors là, moi j'ai bien mis principal. Alors, on va exclure le alif, le waw et le ya. Donc ici, hein, le alif, le waw et le ya, d'accord? Donc, attention, là j'ai bien dit le alif, hein, j'ai pas dit la hamza, d'accord? Ici, on va voir justement certains cas. Alors, en arabe, les verbes n'ont pas d'infinitif, oui. En arabe, il n'y a pas d'infinitif. Les verbes n'existent pas infinitif. Par défaut, ils ont un sens passé à la troisième personne du masculin singulier. Quand j'écris, par exemple, fa'ala, quand j'écris tout simplement fa'ala, c'est pas comme en français. Fa'ala, en français, ça va être faire. En arabe, fa'ala, ça veut dire il faisait. Vous voyez, ça veut dire il y a déjà, entre guillemets, un sujet dedans. Et c'est pour ça qu'on va voir justement la particularité du, ce qu'on avait dit tout à l'heure, d'apparence seule. Qu'est-ce que ça veut dire d'apparence seule? Alors, donc je reprends. En arabe, si j'écris fa'ala, ça veut dire il a fait. Et tous les verbes que j'ai écrits précédemment, alors je vais les remettre rapidement. Tous les verbes que j'ai écrits précédemment, c'est-à-dire arafa, rasama, rafa'a, kataba, qara'a, sa'ala, ils ont tous un sens passé. Arafa, il a connu. Rasama, il a dessiné. Rafa'a, il a levé. Kataba, il a écrit. Qara'a, il a lu. Sa'ala, il a demandé. Vous voyez, c'est du passé. C'est pas du. On a, et ça, vous les trouvez dans les dictionnaires. Vous les trouvez comme ça. Arafa. D'accord? Donc vous voyez la petite particularité, la petite différence entre eux en arabe et en français. Alors je reprends, je reviens sur le point où j'étais arrivé. On y va. Attention, justement. Alors, un verbe apparemment seul intègre un sujet qui est effectivement caché. Alors, je donne un exemple. Hein. Quand je dis par exemple Rasama, Rasama, lui tout seul, ce mot il a un sens. Ça veut dire qu'il a dessiné. Regardez bien, il a dessiné. D'accord? Il a un sens en fait. Rasama, en fait, il a un sujet qui est caché, qui est il. D'accord? Comme ça, c'est le il, hein, donc troisième personne du masculin singulier. Rasama, il a dessiné. D'accord? Donc ici, si je dis Kataba, il a écrit. D'accord? Kataba. Alors il a écrit quoi? Vous allez me dire la phrase elle est incomplète. Oui et non, j'ai envie de dire, elle n'est pas forcément si incomplète que ça. Kataba, il a écrit. D'accord? Donc il a écrit quelque chose, peu importe quoi. Alors on va passer maintenant à la suite. Dans cette leçon, l'étude portera sur le présent. Ce qu'on appelle en arabe, en français, inaccompli indicatif. On appelle ça le présent. Mais je répète, moi j'aime pas trop utiliser les mots en français inaccompli, le génitif, l'accusatif, etc. On va l'appeler directement el-mudari'u. El-mudari'u. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle en arabe le présent. Ok, alors on va maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense qu'il serait intéressant quand même de commencer à conjuguer des verbes, parce que c'est bien beau là, depuis tout à l'heure on parle de verbes, etc. Comment on construit et comment on conjugue des verbes en arabe. Alors on y va. Je prends un exemple simple, c'est ce qu'on appelle le shem, le modèle initial de tous les verbes en arabe, c'est le verbe fa'ala. Alors faire égale fa'ala. Alors vous voyez ici j'ai mis un petit a. D'accord, ici un petit a. Alors ce petit a là, vous le trouvez souvent dans des livres quand on fait des cours d'arabe. Dans les dictionnaires, vous pouvez le trouver, mais vous trouvez aussi autre chose dans les dictionnaires. Alors ce A là, c'est en vérité, ça veut dire que ça c'est la voyelle que va porter le deuxième radical. Vous voyez, vous avez le premier le fait, le aïn qui est ici et le lem qui est là. Le A c'est la fatha, ça veut dire la fatha. Alors il y a trois cas, il y a le A, il y a le I et il y a le O. Donc le A ça va être la fatha. Le I ça va être la kasra et le O ça va être la damma, d'accord? Donc voilà trois codes, trois lettres qui vont toujours figurer à côté du verbe. Ce A, ça veut dire que le deuxième, quand on va le conjuguer, ce A qui est ici, il va toujours prendre une fatha. Il va toujours prendre une fatha, d'accord? Et cela, peu importe comment dire, les verbes qui ont, attention au départ, ce A là. Alors, je le dis bien,
quand vous allez regarder dans un livre, parfois vous allez trouver un A, parfois vous allez trouver un I, parfois vous allez trouver un O. Si vous trouvez un I, sachez que quand vous allez conjuguer votre verbe, il va falloir que la deuxième radicale ici, elle porte une kasra. Si vous trouvez un O, il va falloir que votre deuxième radicale porte une damma. Alors on va le voir ici. Et ensuite, je vais vous donner un exemple de ce qu'on trouve réellement dans des dictionnaires. D'accord? J'ai pris un dictionnaire qui s'appelle Abdul-Nour al-Mufassal. Abdul-Nour al-Mufassal, il est assez gros, il y a 2 volumes en arabe et français. Et vous allez voir comment eux, ils ne mettent pas de A, de I et de O, ils mettent autre chose. J'ai pris justement un exemple, je vous l'afficherai juste après. Alors on y va. Comment conjuguer un verbe à l'inaccompli au singulier? Alors là, je parle du cas où on est, entre guillemets, au singulier. Ça veut dire que je ne parle pas du pluriel. Je vais corriger comme en français. Je, tu, il, elle, nous, d'accord? Donc vous et le il. Donc, alors j'y vais ici. On y va pour le premier. Alors, je fais, tu fais. Alors tu fais dans le cas où c'est masculin, tu fais dans le cas où c'est féminin. Il fait et elle fait. Alors, on va pas parler effectivement de nous et du vous, d'accord? Ça, c'est du pluriel, donc on n'en parle pas. On va parler simplement du singulier. Donc voilà, ici, on est au singulier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On y va. Alors, je fais, c'est N1, d'accord? Donc, le jeu, entre guillemets, c'est N1. Le tu, quand on parle à quelqu'un masculin, c'est Enta. Le tu, mais quand on parle à une fille, c'est Enti. Le il, quand on parle à un garçon, c'est Hua. Le elle, quand on parle à une fille, c'est Hiya. D'accord? Donc, je les ai mis en premier. Et maintenant, on va commencer notre petite, comment dire, notre petite conjugaison. Alors, toujours pour N1, on va écrire F, A, lou. D'accord? Donc regardez bien ici. Vous voyez, la deuxième radicale, elle est là, le aïn. Et j'avais dit que le aïn doit toujours porter ici un A, puisque ici dans faire, c'est le A qui est toujours mis en avant. Donc ici, F, A, lou. Alors, on a ce qu'on appelle un suffixe, c'est le A qu'il faut mettre en premier. Vous voyez, là, j'ai mis un A. Ici, j'ai mis un soukoun, là, j'ai laissé la fatha, et ici, à la fin, j'ai terminé par une damma. J'ai f'alou. D'accord? Et ça, c'est le modèle pour tous les verbes en arabe. C'est-à-dire qu'on fera toujours comme ça. Je donne un exemple, hein, on verra après. Kataba. Kataba, il n'y a pas de A. Kataba, il y a un O. C'est-à-dire que dans la deuxième, on va on va mettre une damma. Alors, kataba, je vais le faire. Donc, je vais mettre mon alif en premier, ça va être A. Ensuite, ça va être ek. Il doit avoir une soukoun. Il doit avoir une seconde, pardon, sur le fait, donc ek. Et il doit avoir une damma sur le ain, ektou, et à la fin bou. Ektou bou, d'accord? Donc ektou bou. On verra justement dans le détail. Alors, on va pas tout mélanger, fal. Pour le enta, on va dire, donc ici on peut voyez. Pour le ta, on va dire tef'alou. Alors là, attention, le ta, on va rajouter, j'ai mis en rouge. Pour le ta, tef'alou. Et vous voyez, la deuxième radicale pour toujours une fatha. Enti. Tefa'lina. Alors là, non seulement il faut ajouter ce qu'on appelle le préfixe, et là aussi ce qu'on appelle le suffixe, d'accord? Donc ici, il faut ajouter et ça, et cette partie-là, le ya et le ne. Ça, c'est la marque justement du féminin pour eux, tu. Donc dans le cas où la personne, c'est une fille. Donc tefa'lina, huwa yef'alu. Donc là, cette fois-ci, c'est un ya. Hiya tef'alu. Donc voilà, ici le cadre justement imposé pour conjuguer des verbes, attention, au présent, au mudari', donc au présent. Alors maintenant, je vais vous donner un autre exemple, d'accord? Je vais vous donner un autre exemple. On va conjuguer un autre verbe, et je vais vous donner justement ce que je trouve dans les dictionnaires qu'on peut trouver. Je prends un autre exemple, c'est conjuguer le verbe arafa. Alors ici, arafa, cette fois-ci, on me dit qu'il y a un i. D'accord? Il y a un i. Alors on y va. Donc, il faut savoir que le na, le enta, le enti, le hiya et le huwa, en arabe, na c'est ce qu'on appelle el mutakallim. El mutakallim c'est moi, ça veut dire c'est moi qui parle. El mutakallim c'est na. Le mutakallim, si je fais la conjugaison avec na, j'ai arifu. Bah oui, on avait dit que la deuxième radicale, ici c'est le ra, doit porter une kasra. Bah elle est là la kasra. Regardez. Vous voyez, le ila, il est ici. Arifu. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve justement dans les dictionnaires en arabe? Bah, j'ai pris tout à l'heure un dictionnaire en arabe hein, que je renomme, hein, qui s'appelle Abdul Mufassal. Dans ce dictionnaire, j'ai pris Arafa, puisque là je suis en train de parler de Arafa. Et Arafa, à côté, regardez ce qui se passe. J'ai un trait pour indiquer entre guillemets que le trait qui est là, en fait, c'est ma lettre. Hein, donc c'est ma lettre, ici en l'occurrence le Ra.
Et ma lettre, elle doit avoir en dessous une kasra. Donc je mets ma kasra. Et dans les dictionnaires, par exemple, donc là, de celui dont Abd Nour, là par exemple, donc ici, eh ben, Abd Nour, lui, il écrit toujours comme ça. C'est-à-dire que dans les dictionnaires, vous voyez toujours des petites barres comme ça. Alors vous voyez, une fois, vous allez avoir la petite kasra, une fois, vous allez avoir ça, et puis une autre fois, vous allez avoir ça. Donc vous allez reconnaître justement tout de suite que doit porter la seconde radicale. Et ça, c'est important. Alors on verra que dans les dictionnaires arabes, c'est pas tout le temps comme ça. Ils ont une autre technique, alors on va le voir pas tout de suite, on le verra plus tard, comment les dictionnaires arabes font pour dire au lecteur, en tout cas, que le verbe il doit avoir une damma à deuxième radicale, une fatha ou une kasra. Alors, pour l'instant, c'est pas trop, on va dire, notre souci. Nous, on est des débutants, on va commencer avec des dictionnaires en français, donc c'est-à-dire arabe-français, donc arafa à côté, la traduction c'était connaître. Donc, je passe tout de suite. Donc, vous voyez ici la kasra. Alors maintenant, on passe à ce qu'on appelle le mukhatabu. Le mukhatabu, c'est le tu, d'accord? On l'appelle comme ça, le mukhatab, c'est le tu. Donc le mukhatab, c'est à la personne à qui on s'adresse en fait. C'est ça que ça veut dire. Le mukhatab, c'est la personne à qui on s'adresse. Donc tu, et ici dans ce cas-là, il est masculin. Qu'est-ce qui se passe? Ta'rifu. Ta'rifu. On passe au suivant. Le mukhatabatu. Là, c'est la marque du féminin. On parle du tu quand on parle à une fille. Qu'est-ce qui se passe? Ta'rifina. Ta'rifina. On passe au il. Alors, quand je parle de il est logique en vérité que souvent, c'est entre guillemets quelqu'un qui est absent. On l'appelle el ra'ibu. El ra'ibu. D'accord? Il. Ya'rifu. Et on va passer maintenant à ce qu'on appelle el ra'ibatu. C'est l'absente, c'est elle. Et dans ce cas-là, on va le conjuguer par ta'rifu. Donc ici, ta'rifu. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut connaître, très important. Alors il y a des exercices en page justement de ce livre. Il y a des exercices où on a justement des exercices de conjugaison. Donc il y a ça. Moi je vous conseille en page 93, le 2, le 3, le 4. Donc à faire, donc on verra à la fin de ce chapitre. Alors on passe à la suite. Alors maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle le complément d'objet direct. Bah oui, quand je dis ektubu, c'est bien beau, je dis j'écris, mais il est intéressant de savoir qu'est-ce que j'écris. J'écris quoi? Une lettre, j'écris sur un papier, j'écris sur le tableau. Donc on va nécessairement et forcément donc ici passer à ce qu'on appelle le complément. Parce que ektubu, c'est pas tout à fait complet. Alors j'y vais. Nous avons vu l'exemple de phrase verbale ci-contre, alors je remets, yarfa'u nadhirun ra'sahu. Alors, je vais faire simplement une petite parenthèse. Alors, je pense que la parenthèse, elle va venir après. C'est pas besoin que je la fasse tout de suite parce que dans la suite du cours, il y a la distinction entre les deux. On la fera justement, Inch'Allah, après. Alors, on y va. En arabe, il y a des verbes qui vont, entre guillemets, agir et d'autres qui n'agiront pas. Alors, je mets ça entre guillemets parce que agir, ne pas agir, en vérité, tous les verbes, ils agissent plus ou moins. Donc, ici, le verbe va agir. Pourquoi? Alors, regardez bien. Si je dis navir lève, donc là, si j'enlève par exemple le ras, je dis Nevir lève. Mais il lève quoi? Vous voyez ici, il y a un petit souci. Là, la phrase elle est incomplète. Nevir, il lève. Mais il lève quoi? Il lève un stylo, il lève une table. Il manque quelque chose. La phrase, dans le sens, elle n'est pas tout à fait complète. Donc, je vais donc répondre, il lève sa tête. Ceci est le COD. Si je me pose la question, il lève quoi? C'est comme en français, vous voyez le COD, je mange des spaghettis, je mange quoi? Des spaghettis. Spaghettis, c'est ce qu'on appelle le COD. Complément d'objet direct. Ça, on voit ça en école primaire. Ici, on a la même chose. Vous voyez, je fais un petit rapport, un petit lien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Saou. Alors, la Saou, ici, c'est ce qu'on appelle donc le COD. Alors, regardez bien la construction de la Saou. Normalement, initialement, c'était la Son. Donc, le COD, on va dire que Nadir, il lève la tête, il lève sa tête. Donc, lui, Nadir, il va agir sur la tête. Donc, comme sur la tête, c'est elle qui reçoit l'action, et ben, elle va être mansoub, c'est-à-dire qu'elle va porter la fatha en fin. N'oubliez pas que Ra'sun, à la fin, c'était le sin, c'est pas le hu, d'accord? À la fin, c'était le sin, donc lui prend une fatha. Alors, on l'appelle comment? On l'appelle maf'oulun bihi. Le COD en arabe, on l'appelle maf'oulun bihi. Maf'oulun bihi. Donc ici, lui, c'est ce qu'on appelle maf'oulun bihi. Alors, on y va, on passe à la suite.
Alors, je vais mettre maintenant la distinction entre les deux. Vous allez me dire, mais imaginons maintenant que vous ne mettez pas, alors je remets ma phrase, hein. Imaginons que je n'avais pas mis yarfa'u nadirun ra'sahu, mais j'aurais mis plutôt nadirun yarfa'u ra'sahu. Oui, les deux phrases ont un sens. Alors, il y a une distinction entre les deux, effectivement. On ne va pas rentrer dans le détail de la distinction entre les deux, mais il serait intéressant justement de le voir. Donc, pourquoi ça et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, j'en parlerai plus tard, Inch'Allah, mais là, comme la leçon, je répète, est un peu grande, etc., j'ai pas trop envie de tout mélanger. Donc, on va parler du principal. Alors, on y va. J'ai mis phrase nominale et j'ai mis phrase verbale. Alors, on y va. On fait la séparation. La première, Salimun yarsumu az-zahrata wal-ka'sa. Ici, je traduis par Salim, il dessine. Az-zahrata, c'est la fleur, et le verre. D'accord? La fleur et le verre. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai en phrase verbale? Yarsumu Salimun az-zahrata wal-ka'sa. Vous voyez, j'ai simplement ici permuté. Yarsumu, je l'ai mis là, Salim, je l'ai mis là. Regardez bien. Mais ça, c'est. Pardon, ça, c'est une phrase nominale. Et ça, c'est une phrase verbale. Alors, une phrase nominale, lui, ça commence par un nom. Phrase verbale, lui, ça commence par un verbe. Et ce verbe-là n'est pas un verbe d'état. Donc, c'est bon. Alors, on y va. Salimun, dans ce cas-là, on l'appelle, dans le vocabulaire propre, hein, on l'appelle le mubtada. Yarsumu, on l'appelle le khabar. Az-zahrata, on l'appelle maf'ulun bihi. C'est le premier, parce qu'en vérité, il y en a deux. Il dessine quoi? Il dessine, en fait, comment dire, la rose, ou pardon, la fleur, et il dessine le verre. Donc il y a le maf'ul bihi numéro 1 et le maf'ul bihi numéro 2. D'accord? Donc il y a effectivement ici deux compléments. Donc deux compléments. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette fois-ci, je ne vais pas dire que yarsumu c'est un mubtada ou un khabar. Non, je ne vais pas dire ça. Je vais dire que c'est un fi'lun. D'accord? C'est un fi'lun. Et salimun, je ne vais pas dire que c'est un mubtada. Je vais dire tout simplement c'est un fa'ilun. C'est lui qui va agir. Az-zahrata, je vais l'appeler lui aussi maf'ulun bihi, hein, donc c'est aussi un COD, c'est un complément d'objet direct. Ici, maf'ulun bihi numéro 1, hein, et l'autre c'est le maf'ulun bihi numéro 2. Donc voilà, vous voyez un petit peu ici les deux cas. Donc comment on doit appeler les uns et les autres, faites attention. On ne peut pas dire par exemple que lui c'est un mubtada ou un khabar, faites attention à ça. Alors on verra après hein, certaines choses. Alors, on va passer maintenant à la négation du mudari'. Comment on dit maintenant la négation d'un mudari'? Alors on y va. Hein. La négation de l'inaccompli indicatif se fait le plus souvent avec la particule la. D'accord? Par exemple. Si je dis par exemple je connais, donc moi je connais ton ami Amina. Donc je vais regarder bien, je vais dire Ana a'rifu sahibataki Aminata. Mais si je veux dire que je ne la connais pas, je vais simplement rajouter le la en face du verbe, juste avant le verbe. Vous voyez, ana la a'rifu, tout simplement. Ana la a'rifu. Donc la a'rif, d'accord, tout simplement. Sahibataki aminata. D'accord, donc voilà, sachez-le, hein, on utilise souvent la particule la. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser autre chose? Oui, il y a des possibilités d'utiliser autre chose. Mais le plus souvent, on utilise la particule la. Alors, je passe. Donc, vous voyez, hein, a'rifu, il va agir sur ton ami, hein, il va agir, regardez bien, on a le nasb qui est ici, la fatha qui est ici. D'accord? Initialement, c'est sahibatun. D'accord? Mais là, comme c'est un COD, il va prendre la marque ici du nasb, donc sahibata. Alors on y va maintenant, hein, donc je passe maintenant aux exercices. Alors on arrive un petit peu à la fin de ce chapitre. Il y a l'exercice effectivement en page 93 et ça commence donc par plusieurs exercices. Alors l'exercice numéro 2, on vous demande de placer les verbes qui ont du sens dans les phrases. Alors moi je vous répète encore, hein, regardez ces vidéos sans faire les exercices, je redis encore et je pense que je l'ai dit un certain nombre de fois, je pense que je ne me répéterai jamais assez, ça ne sert pas à grand chose. Cette technique-là, elle est vraiment faite pour les élèves qui sont, enfin en tout cas les frères et les sœurs qui sont autonomes et qui s'engagent dans une démarche justement d'apprentissage. Mais lire des vidéos, en tout cas les regarder comme ça n'a pas de sens si on ne fait pas les exercices. Donc exercice numéro 2, il y a de la conjugation de verbes au 3. On vous demande de conjuguer le verbe jalasa. À côté, on vous dit que jalasa, il porte un i. Donc voilà. Et on a un exercice de vocalisation, puis traduction donc d'un texte, comme à l'habitude. Donc voilà. Alors moi, je vais m'arrêter ici. Inch'Allah, la fois prochaine, je ferai la correction de ces exercices-là. Et ensuite, on passera à la leçon numéro 12. Donc la leçon numéro 12 aussi paraît très intéressante, cette leçon. On va voir différentes formes de mots.
Je vais m'arrêter ici. Sur cela, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Donc, prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la correction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.